J'ai laissé mon beau-frère séjourner dans ma maison, pour une semaine seulement. Ensuite, sa petite amie s'est aussi installée, et ils ont saccagé chez moi. Ma femme les a défendus, et a même menacé de me quitter. Alors, je lui ai dit, je t'en prie, fais-le. J'ai 36 ans, et j'ai toujours été le genre de gars, qui déteste les conflits. Le genre à dire que tout va bien, même quand ce n'est absolument pas le cas. Celui qui sourit, en serrant les dents. Celui qui donne trop de chance aux gens, parce que je ne veux pas paraître impoli, ou rendre les choses gênantes. C'était ce que j'étais, jusqu'au jour où ma femme m'a parlé, d'une voix plus glaciale que jamais, si tu ne présentes pas tes excuses à mon frère, je te quitte, moi aussi. Et laissez-moi vous dire, après tout ce qu'il avait fait, après tout ce que j'avais supporté, c'est à ce moment-là, que quelque chose s'est brisé en moi. Mais je m'avance un peu trop. Faisons un retour en arrière. Ma femme, Hila, vient d'une famille bruyante et très unie, où les limites sont plutôt une suggestion, qu'une véritable règle. Je l'ai appris très tôt. La première fois que j'ai visité la maison de ses parents, quelqu'un dormait déjà dans notre chambre d'amis, parce qu'il en avait plus besoin, et ma brosse à dents a mystérieusement fini, dans l'évier de la cuisine. Malgré tout, ils étaient chaleureux et accueillants, à leur manière, et Hila avait une étincelle, à laquelle je ne pouvais pas résister. Nous nous sommes mariés il y a 5 ans, et bien que nous n'ayons pas toujours été sur la même longueur d'onde, en ce qui concerne la famille, nous avons fait en sorte que ça marche, jusqu'à ce que son frère, Brian, n'entre en scène. Brian a 41 ans, il est divorcé, 2 fois, et a 3 enfants avec 2 femmes différentes, des enfants qu'il ne voit pas plus d'une fois par an. Perpétuellement au chômage, toujours entre 2 opportunités, il est toujours convaincu que l'univers n'est qu'à un coup de chance, de reconnaître son véritable potentiel. C'est le genre de gars qui se qualifie d'entrepreneur, mais ce que cela signifie vraiment, c'est qu'il a essayé de revendre des baskets pendant 1 mois, et a abandonné dès la première demande de retour. Le genre de type qui demande à emprunter 50 €, en disant « je te rembourse vendredi ». Puis, il fait le mort pendant 2 mois, et réapparaît avec de nouveaux AirPods. Nous n'étions pas proches, évidemment. Il me donnait toujours une impression bizarre, comme s'il me jaugeait constamment, mais d'une manière paresseuse, comme s'il ne voulait même pas prendre la peine, de faire semblant de me respecter. Pourtant, je l'ai toléré, pour l'amour d'Hila. Les anniversaires, les barbecues, les fêtes. J'étais toujours poli, même quand il faisait ses blagues passives-agressives, sur le fait que j'étais mou, ou soumis à ma femme. J'ai gardé mon calme, quand il est arrivé en retard, quand il a trop bu à notre dîner d'anniversaire, quand il a demandé à Hila, juste devant moi, pourquoi elle n'avait pas épousé quelqu'un d'un peu plus audacieux. J'ai mordu ma langue, parce que c'est ce qu'on fait pour la famille, n'est-ce pas? Puis, il y a 2 mois, j'ai reçu un SMS d'Hila, pendant que j'étais au travail. Juste un simple « Et, tu crois que Brian pourrait rester dans la maison d'amis, pour quelques jours ?» Il traverse une période difficile. J'ai fixé le message, pendant un long moment. Nous venions de dépenser 15 000 € pour rénover cet espace. De nouveaux parquets, de la peinture fraîche, et des meubles de West Elm, que je n'aurais jamais cru pouvoir nous offrir. Mon rêve était de transformer cette petite structure indépendante, en un bureau tranquille. Peut-être même en un studio d'enregistrement un jour, mais c'était devenu notre maison d'amis, et maintenant, ça allait devenir le squat de Brian. J'ai répondu, c'est quoi, quelques jours? Elle a répliqué, juste le temps qu'il se remette sur pied. Peut-être une semaine. J'aurais dû dire non. J'aurais dû camper sur mes positions, mais j'ai pris une grande inspiration, j'ai pensé à la façon dont Hila m'avait soutenu, lors de mon changement de travail l'année dernière, et j'ai dit, d'accord, juste une semaine. Ce fut ma première erreur. Brian s'est pointé le lendemain, dans une voiture de location, même s'il prétendait être fauché. Et il n'était pas seul. Il a amené sa petite amie, une femme que je n'avais jamais vue auparavant, qui avait la moitié de son âge, avec des faux ongles en acrylique, et des regards en coin. Elle avait aussi ses 2 enfants, qui n'étaient pas à lui, mais à elle, d'un autre gars. Et ils s'y sont tous installés, comme si c'était une location de vacances, qu'ils avaient dénichée à la dernière minute. Dans la première heure, les enfants couraient partout dans le jardin, en hurlant. La petite amie mettait la musique à fond, sur une enceinte Bluetooth. Et Brian était dans notre cuisine, en train de se servir une bière, que je gardais pour une occasion. Pas de coup à la porte, pas de merci, pas de « mec, j'apprécie vraiment que tu nous laisses rester ici ». Juste un sourire en coin,
et un bio. Ton frigo est bien rempli. J'ai jeté un coup d'œil à Hila, qui a souri nerveusement, et a dit, ils ont juste besoin d'un endroit pour souffler un peu. Sois patient. D'accord, j'ai été patient au début. La première semaine est passée, et il n'a jamais été question de partir. Brian n'en a même jamais parlé. En fait, il a commencé à agir, comme s'il était le propriétaire des lieux. Il faisait irruption dans notre maison, sans prévenir, pour attraper des snacks, des boissons, et même du papier toilette. Un matin, je suis entré dans mon salon en peignoir, et je l'ai trouvé affalé sur notre canapé, en train de regarder du sport, avec ses chaussures aux pieds, et des miettes partout. Quand je lui ai demandé comment il était entré, il a brandi notre clé de secours, et a dit, Hila me l'a donnée. Elle a dit que je pouvais venir, quand je voulais. J'ai confronté Hila à ce sujet, ce soir-là. Tu lui as donné notre clé sans me demander. C'est mon frère, Weston. N'en fais pas toute une histoire. Mais il n'est pas juste en visite. Il traite cet endroit comme si c'était son Airbnb. Elle a soupiré. Il a juste besoin de temps. La deuxième semaine, j'ai cessé de voir mes outils dans le garage. Ma perceuse avait disparu, l'échelle aussi. J'ai découvert que Brian les prêtait à ses nouveaux amis du quartier, d'autres gars au chômage, avec qui il jouait au poker le soir. J'ai trouvé des mégots de cigarettes, près des parterres de fleurs que je venais de planter. Un matin, je suis sorti, et j'ai trouvé une bouteille de bière cassée, près du tuyau d'arrosage. La maison d'amis, autrefois immaculée, avait maintenant des traces de doigts sur les fenêtres, des sacs de repas à emporter tout gras, empilés près du porche, et même un vrai chewing-gum, collé sur la poignée de la porte d'entrée. Malgré tout, il a continué de minimiser les choses. Ils font des efforts, disait-elle. Ce n'est pas facile de vivre avec des enfants, dans un petit espace. Un petit espace. Ça faisait 55 mètres carrés, avec une salle de bain complète, et une kitchenette. J'avais vécu dans plus petit que ça, quand j'ai quitté la maison de mes parents. C'est à la 3e semaine, que j'ai vraiment commencé à perdre patience. Un soir, je travaillais tard dans mon bureau, à la maison, quand j'ai entendu de forts cris, venant de l'extérieur. Je suis sorti sur le porche, pour voir Brian et sa petite amie, en train de se hurler dessus. Ils ne se disputaient pas, ils hurlaient. Les enfants pleuraient. L'un d'eux avait apparemment renversé quelque chose sur son téléphone, et elle avait perdu la tête. Brian a commencé à jeter des objets. Je leur ai dit de faire moins de bruit, et il a rétorqué, « Mêle-toi de ta propre maison. » Weston, ma propre maison. J'ai senti mon sang bouillir, mais je n'ai rien dit. Je me suis juste retourné, et je suis rentré. Je n'ai pas dormi de la nuit. Le lendemain, j'ai dit à Hila, qu'il devait partir. Elle m'a regardé, comme si je venais de donner un coup de pied à un chiot. Quoi? Non, tu avais dit une semaine. C'était il y a 3 semaines. Ils n'ont nulle part ailleurs où aller. Ils transforment cet endroit en un cirque. Et ce n'est pas seulement eux. Ça nous affecte, nous. Je suis stressé. Je ne dors pas. Je marche sur des œufs, dans ma propre maison. Elle n'a pas répondu. Elle s'est contentée de s'éloigner. Ce fut le début du silence entre nous. Le lent glissement, du « nous sommes ensemble là-dedans », oh tu es le méchant parce que tu veux la paix. À chaque fois que j'abordais le sujet, elle se fermait. À chaque fois qu'il franchissait une ligne, elle regardait de l'autre côté. Et Brian, il continuait de pousser le bouchon, il continuait de me tester. Je suis rentré un après-midi, et j'ai vu qu'il avait garé sa voiture dans mon allée, bloquant ainsi mon garage. Quand je lui ai demandé de la déplacer, il a dit « Détends-toi, mec. Je la déplacerai quand j'aurai fini. » Je lui ai dit qu'il n'avait aucun droit de bloquer mon espace. Il a ri. « Mec, tu crois que j'ai envie de me garer dans la rue, avec ces balances de la copropriété qui fouinent partout ?» Je lui ai dit que je me fichais de la copropriété. Ce qui m'importait, c'était le respect. Il s'est moqué. Le respect pourquoi? Tu crois que tu es meilleur que moi, parce que tu as une petite maison d'amis, et un boulot de bureau. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Il me détestait. Non pas à cause de ce que je lui avais fait, mais parce que je représentais tout ce qu'il n'était pas. La stabilité, la responsabilité, une vie qui ne s'effondrait pas, tous les 2 ans. Et c'est peut-être pour cela qu'Hila le défendait,
parce qu'une part d'elle le voyait encore comme l'opprimé. Celui qui n'avait jamais eu de chance. Le frère blessé, qui avait juste besoin que quelqu'un croie en lui. Mais je n'étais pas prêt à sacrifier ma paix. Ni mon mariage, pour un homme qui n'avait aucune intention de changer. Et puis, il y a eu la nuit qui a tout changé. La nuit qui a pris la décision pour moi. Parce que jusqu'à ce moment-là, je gardais encore espoir. L'espoir qu'ils partiraient d'eux-mêmes, peut-être. L'espoir qu'il avverrait enfin, ce qu'ils nous faisaient subir. Mais ce qui s'est passé cette nuit-là, a brisé tout cela. Et ça m'a laissé debout, au milieu de mon jardin, le cœur battant à tout rompre, les poings serrés, pendant que ma femme hurlait une chose, que je n'oublierai jamais. La nuit où tout a explosé, n'a pas été un grand drame d'un seul coup. Du moins, pas au début. Ça a commencé comme n'importe quelle autre nuit, de ces 2 mois misérables. Je suis rentré du travail vers 18h, fatigué, affamé, et me préparant déjà mentalement, à n'importe quel désordre que Brian aurait pu causer ce jour-là. C'était devenu une routine, à l'époque. Rentrer à la maison, éviter le jardin comme si c'était un champ de mine. Se faufiler par la porte latérale, pour ne pas avoir à croiser Brian, ou sa petite amie. Essayer de dîner en paix avec Hila. Échouer à cela, et aller se coucher, en se sentant comme un étranger dans sa propre maison. Rincer, et répéter. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Dès que je me suis engagé dans l'allée, j'ai vu que la porte du garage était à moitié ouverte. Cela a immédiatement déclenché un signal d'alarme. Je la gardais toujours fermée. Je me suis approché, pour trouver la porte bloquée par un parpaing, et à l'intérieur, mon estomac s'est noué. Brian et 2 autres gars, que je ne connaissais pas, se tenaient autour de mon établi, buvant des bières, et se faisant passer mon coffret de clés à douille, comme si c'était un jouet. Ils ne m'ont même pas remarqué au début. L'un d'eux, un type en sweat à capuche, avec un tatouage dans le cou, tenait ma toute nouvelle perceuse sans fil, la testant sur une planche de bois, comme s'il construisait quelque chose. Mes mains se sont crispées en poings, le long de mon corps. Et ai-je lâché sèchement. « Qu'est-ce que vous foutez ?» Brian s'est retourné, complètement imperturbable. « Oh, et mec, détends-toi. On avait besoin de quelques outils. Julio, ici présent, m'aide à construire des étagères, dans la maison d'amis. Tu as du bon matériel, là-dedans. » Je me suis avancé, la mâchoire serrée. « Ce n'est pas une location d'outils, Brian. Tu ne prends pas mes affaires, sans demander. » Il a levé les yeux au ciel. « Tu ne t'en servais pas. » Ce n'est pas la question. Le type avec le tatouage dans le cou a ricané. Le mec pète un câble, pour une perceuse. Calme-toi. Je l'ai ignoré. Sortez de mon garage, maintenant. Brian s'est moqué. Mec, tu as sérieusement besoin d'eux. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas hurlé. Je me suis juste approché, j'ai pris la perceuse des mains de Julio, et j'ai tendu la main vers Brian. Les clés. Maintenant. Il a froncé les sourcils. Quoi? La clé de secours qu'il a t'a donnée? Donne-la-moi. Il a laissé échapper un rire moqueur. Waouh. Tu vas vraiment me faire le coup du ma maison, mes règles? Parce que c'est ma maison, et que tu as franchi la limite. Il s'est avancé, devenant soudainement sérieux. Tu te crois meilleur que moi, Weston? Juste parce que tu as un petit boulot de bureau sympa, et un prêt immobilier. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être meilleur que toi. C'est une question de respect, et tu n'en as aucun. Nous nous sommes dévisagés, pendant un instant. Juste du silence, de la tension, et 2 hommes qui, pour des raisons complètement différentes, ne pouvaient absolument pas se supporter. Puis, il a plongé la main dans sa poche, a sorti la clé, et me l'a jetée, comme si c'était un déchet. C'est bon, laisse tomber. Je n'ai pas dit un mot de plus. Je suis rentré, je suis allé directement dans ma chambre, et j'ai fermé la porte. Mon cœur battait la chamade, mais j'ai senti une étrange vague de calme m'envahir, comme si une décision venait enfin de s'emboîter dans mon esprit. Je n'en ai pas parlé à Hila, tout de suite. Non pas parce que je voulais le cacher, mais parce que je savais déjà, ce qu'elle allait dire. Elle allait déformer la situation, d'une manière ou d'une autre. Dire que je l'avais embarrassée. Dire que j'avais réagi de façon excessive. Dire que j'avais empiré les choses.
C'était devenu notre cycle. Je soulevais un problème, elle en faisait ma faute. Et j'étais fatigué jusqu'à la moelle, émotionnellement épuisé, fatigué de jouer à ce jeu. Alors j'ai attendu. J'ai laissé les choses mijoter. J'ai laissé Brian sentir le changement dans l'air. Pendant les jours qui ont suivi, il n'est pas venu dans la maison principale. Pas une seule fois. Lui et sa petite amie sont restés dans leur coin, même si le volume de leurs disputes semblait seulement augmenter. Mais même à travers ce chaos, j'avais l'impression d'avoir enfin regagné un peu de terrain. Puis est venue la trahison. C'était un samedi matin. Je venais de finir de tondre la pelouse, quand j'ai remarqué quelque chose d'étrange. La porte de la maison d'amis était grande ouverte. Ce n'était pas inhabituel en soi, Brian laissait toujours les choses ouvertes, mais ce qui a attiré mon attention, c'était l'intérieur. Le cadre de la porte avait l'air éclaté, comme si quelqu'un l'avait forcé. Je me suis approché, confus, et je suis entré. Je suis resté là, sans voix. L'endroit était saccagé. Je n'exagère pas. Je parle de vêtements jetés partout, de couches sales dans l'évier, de boîtes de repas à emporter sur le sol, et de quelque chose, je ne sais toujours pas quoi, étalé sur le mur près de la salle de bain. Le matelas avait une énorme tache rouge, comme si quelqu'un avait renversé du vin, ou du punch aux fruits. La table basse était brisée en deux, et appuyée contre le mur. L'une des fenêtres était fissurée. Tout l'endroit sentait la sueur, et le lait tournait. J'ai reculé lentement, dans une incrédulité totale. Ce n'était pas juste du désordre. C'était délibéré. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai commencé à prendre des photos. C'est là que j'ai entendu une voix, derrière moi. Tu es entré sans demander. Je me suis retourné. Il se tenait là, les bras croisés, l'expression indéchiffrable. Je n'avais pas besoin de demander, ai-je dit, en levant mon téléphone. C'est notre propriété, tu te souviens? Elle n'a pas regardé le désastre. Elle m'a juste fixé, comme si j'avais fait quelque chose de mal. Tu les espionnes, maintenant. Les espionner? Tu es sérieuse? Regarde cet endroit, c'est détruit. Ils ont des enfants, Weston. Ça ne va pas être parfait. Il ne s'agit pas d'enfants. Il s'agit de manque de respect. C'est du vandalisme. Elle a tressailli, à ce mot. Ne sois pas dramatique. J'ai fait un pas de plus, la voix montant d'un cran. J'ai été patient, J'ai mordu ma langue. J'ai laissé passer les choses. Et j'ai supporté bien plus que je n'aurais dû, pour toi. Mais ça s'arrête là. Elle a secoué la tête, presque comme si elle avait pitié de moi. Tu ne comprends tout simplement pas, à quel point c'est difficile pour lui. Non, je comprends. C'est bien ça le problème. J'ai été forcé de comprendre, en vivant avec, tous les jours. Tu crois que je ne vois pas ce qui se passe. Tu as choisi son confort, au détriment de notre mariage. Sa voix s'est brisée. Ce n'est pas juste, de dire ça. Elle s'est retournée, et s'est éloignée. Elle n'a pas argumenté. Elle ne l'a pas défendu. Elle est juste partie. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé. Je ne savais pas si c'était parce que j'avais besoin d'espace, ou parce que je ne voulais pas être près d'elle. Peut-être les deux. Le lendemain matin, je suis sorti vers la maison d'amis, avec une boîte de sacs poubelles, et un avis de résiliation de bail, que j'avais imprimé à partir d'un modèle en ligne. J'ai frappé. Pas de réponse. J'ai frappé à nouveau. Brian a fini par ouvrir la porte, torse nu, les cheveux en bataille, le visage vide. On a fini, ai-je dit. Il a cligné des yeux. Quoi? Tu as 48 heures pour faire tes valises, et partir. Je me fiche de savoir où tu vas. Pas, tout simplement. Il a ricané. Tu crois que tu peux m'expulser? Je ne suis pas ton propriétaire, Brian. Je suis ton beau-frère, et j'ai été beaucoup trop généreux, pendant beaucoup trop longtemps. Mais c'est terminé. Il a regardé par-dessus mon épaule, comme s'il s'attendait à ce qu'il a à court, pour prendre son parti. Elle ne l'a pas fait. Tu vas le regretter, a-t-il marmonné. Elle ne prendra pas ton parti. Alors, ce sera son choix. Il m'a claqué la porte au nez. Les 24 heures suivantes ont été un flou de tension. Brian n'est pas parti.
En fait, il est devenu encore plus audacieux, mettant la musique plus fort, jetant des déchets dans nos poubelles, comme si c'était une sorte de déclaration, se garant en travers des deux côtés de l'allée. Et elle m'a à peine adressé la parole. Quand elle le faisait, c'était sec et glacial. Le dimanche soir est arrivé, et je savais ce que j'avais à faire. Je ne voulais pas en arriver là, mais je ne pouvais plus reculer. Je m'étais enfin défendu, et je n'allais pas laisser la culpabilité me ramener dans ce rôle de paillasson. Alors, j'ai passé un appel. Le lendemain matin, j'ai quitté le travail plus tôt, je suis rentré à 14h, et j'ai attendu. À 14h45, une dépanneuse s'est engagée dans l'allée. La voiture de location de Brian a disparu, en moins de 5 minutes. Il s'était encore garé en violation des règles de la copropriété, et je l'avais signalé, de manière anonyme. Mais je n'avais pas fini. À 15h, j'ai frappé à la porte de la maison d'amis, une dernière fois. Brian a répondu, furieux. « Ta voiture est partie », ai-je dit calmement. Et j'ai appelé le shérif. « Tu as abusé de notre hospitalité, et tu es en violation de propriété. » Son visage s'est déformé. Espèce de serpent. Avant qu'il ne puisse finir, il est sorti. Elle a regardé entre nous, puis s'est dirigée droit vers moi. Et c'est là que c'est arrivé. Devant Brian, devant les enfants, devant tout le monde. « Si tu ne présentes pas tes excuses à mon frère, a-t-elle dit, les yeux humides, et la voix tremblante. Je te quitte, moi aussi. » Et juste comme ça, le poids de tout cela, m'a frappé de plein fouet. Toutes les nuits où j'avais gardé le silence. Toutes les fois où je m'étais effacé. Toutes les fois où j'avais fait passer sa famille, avant mon propre bien-être. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé, et pour la première fois en 5 ans, je n'ai pas reconnu la femme, qui se tenait devant moi. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais les mots ne sont pas venus. Pas encore, parce que je n'avais pas encore joué mon dernier coup. Pas le vrai. Et il n'avait aucune idée, de ce que j'allais faire ensuite. Mais moi, je le savais, et ça allait tout changer. Je n'ai rien dit à Hila, à ce moment-là. Je suis juste resté là, engourdi, à fixer la femme qui, autrefois, représentait mon foyer. Celle qui prenait maintenant parti, pour un homme qui me traitait comme une moins que rien, et qui avait détruit l'endroit que j'avais construit, de mes propres mains. Mon silence l'a mise en colère. Je pouvais le voir, dans ses yeux. Elle voulait se battre. Elle voulait que je crie, que je supplie, que je fasse un geste dramatique, qui lui permettrait de jouer la victime, dans toute cette histoire. Mais je ne lui ai pas donné cette satisfaction. Je suis simplement retourné dans la maison, j'ai fermé la porte derrière moi, et je l'ai verrouillée. Ensuite, je me suis assis dans l'obscurité de notre salon, les mains sur les genoux, et je suis resté là, pendant un long moment. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis juste resté assis là, dans cette immobilité sourde, et étouffante, essayant de comprendre comment j'en étais arrivé là. Comment j'avais laissé les choses, empirer à ce point. Comment j'étais devenu si petit, dans ma propre vie. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Et le lendemain matin, quand j'ai entendu Brian et son cirque, quitter enfin l'allée, en hurlant, en claquant les portes, les enfants pleurant, la voix d'Hila perçant à travers tout cela, comme des parasites. Je ne suis pas sorti. J'ai juste écouté le chaos s'estomper, jusqu'à ce que le silence, merveilleux et total, s'installe. Puis, je suis allé dans la maison d'amis, avec un sac poubelle, et j'ai commencé à nettoyer. C'était le fond du gouffre. Hila n'est pas rentrée cette nuit-là, ni la suivante. Elle a envoyé un seul SMS, le 3e jour. J'ai besoin de temps, je reste chez maman. Je l'ai fixé, pendant un long moment. Puis, j'ai éteint mon téléphone. Au début, le silence était insupportable. Je m'étais habitué au bruit, au bourdonnement constant du chaos en arrière-plan, aux cris, à la musique, aux commentaires passifs-agressifs, mais maintenant, il n'y avait plus que moi. La maison était trop calme, trop propre. Mes soirées s'étiraient, à n'en plus finir. Je continuais de penser qu'elle allait revenir, que peut-être, j'entendrais les clés dans la porte, ou un léger coup, ou même juste sa voix, m'appelant depuis l'allée, mais elle ne l'a pas fait. Et j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Je n'avais personne. Pas vraiment. Je n'avais pas vu ma propre famille, depuis plus d'1 an. Mes amis s'étaient lentement éloignés, après trop de plans annulés,
trop de SMS de ma part, disant « Désolé, je ne peux pas ce soir ». Tout ce que j'avais, c'était mon travail, et même ça, ça ressemblait à une corde fine, à laquelle je m'accrochais à peine. Pendant un temps, j'ai juste existé. Me réveiller, aller au travail, rentrer à la maison, manger un truc, dormir. Je faisais les choses mécaniquement, comme un fantôme. Mais quelque part, dans ce brouillard de solitude, quelque chose a commencé à changer. Ça a commencé par des petits détails. J'ai remarqué à quel point la maison restait propre, à quel point elle était paisible, sans quelqu'un qui martèle les couloirs, en réclamant de l'attention. Je m'asseyais sur le canapé, et je regardais vraiment un film, sans être interrompu. Je cuisinais le dîner pour un seul, et je me sentais bien. Puis, un week-end, j'ai conduit jusqu'à la quincaillerie. J'ai acheté de la peinture, des produits de nettoyage, et quelques morceaux de plinthe. Je suis rentré chez moi, et j'ai commencé à retaper la maison d'amis, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que j'en avais envie. J'ai arraché la moquette tachée, je l'ai remplacée par du parquet, que j'avais toujours aimé, mais que je n'avais jamais pris le temps d'installer. J'ai frotté les murs, réparé la fenêtre fissurée, poncé, et repeint les portes. Ça m'a pris quelques semaines. J'ai travaillé lentement, méthodiquement, mais au moment où j'ai eu fini, l'endroit était plus beau qu'il ne l'avait jamais été. Et je n'en ai parlé à personne. Je n'ai pas publié de photos, ou parlé de ça au travail. Je l'ai juste fait pour moi, et ça m'a fait du bien. Ensuite, est venue l'étape suivante. Un des gars au travail, Jérémy de l'équipe de conception, organisait une construction bénévole, pour Habitat for Humanity. Je l'ai entendu en parler dans la salle de pause, et je me suis surpris moi-même, en prenant la parole. « Tu as besoin d'une paire de bras supplémentaires ?» Il a cligné des yeux. « Oh ouais, en fait, oui. Tu es doué avec les outils. » Je m'y mets. Le week-end suivant, je me suis pointé, marteau en main, gants enfilés, sans connaître une seule personne, à part Jérémy. Et pour être honnête, au début, je me sentais comme un intrus. Ces gens riaient, travaillaient en synchronisation, manifestement à l'aise les uns avec les autres. Mais personne ne m'a fait me sentir comme un étranger. Un gars, Dave, m'a offert une bouteille d'eau, et a commencé à discuter avec moi d'outils électriques. À l'heure du déjeuner, j'étais sur le toit, en train d'aider à installer le revêtement. Ce soir-là, je suis rentré chez moi, courbaturé, brûlé par le soleil, et plus épanoui que je ne l'avais été, depuis des mois. J'ai commencé à y aller tous les week-ends. Grâce à ce groupe, j'ai rencontré des gens, de vraies personnes, des gens gentils, des gens qui ne savaient rien de ma femme, ni de son frère, ni des ruines dont je venais de m'extraire. Et pour une fois, je n'ai pas ressenti le besoin de tout expliquer. Je pouvais juste venir, aider à construire quelque chose, et repartir un peu plus fort que je ne l'étais en arrivant. L'une des bénévoles, une femme nommée Aaron, dirigeait une petite entreprise de menuiserie, depuis son garage. Elle m'a vu mesurer une coupe, un jour, et a dit « Tu as un bon œil. Tu as déjà pensé à faire ça, à plein temps ?» J'ai ri. Non, je suis assis derrière un ordinateur, toute la journée. Elle a haussé les épaules. Ça ne veut pas dire que tu dois y rester. Et ça a planté une graine. Les semaines suivantes, je me suis retrouvé à rechercher des tutoriels de menuiserie, à commander de petits outils en ligne, à regarder des vidéos, tard dans la nuit. J'ai commencé à fabriquer des choses. Simple au début, un nichoir, une étagère, un porte-manteau, puis une table basse, puis un banc. J'ai transformé le garage en un mini-atelier, et j'ai commencé à publier mes créations, sur un compte Instagram privé, juste pour le plaisir. Et la chose la plus étrange s'est produite. Les gens ont commencé à les aimer, à commenter, à demander si je prenais des commandes. C'est là que j'ai eu le déclic. J'avais passé tellement de temps, à investir mon énergie dans des personnes qui ne faisaient que prendre de moi, qui voyaient ma gentillesse, comme une faiblesse. Mais maintenant, chaque planche que je ponçais, chaque joint que j'alignais, c'était comme si je me reconstruisais moi-même, plus fort, plus droit, et plus équilibré. Puis, un jeudi soir, on a frappé à la porte. Je l'ai ouverte, pour trouver Hila, debout là, une valise à la main. J'ai cligné des yeux. Et elle avait l'air fatiguée, un peu échevelée, mais ses yeux étaient plus perçants, que dans mes souvenirs, plus clairs. « Je peux entrer ?» Je me suis écarté. Elle est entrée dans la maison, comme si c'était un musée,
touchant le plan de travail, jetant un coup d'œil au tapis fraîchement aspiré, observant les fleurs que j'avais achetées la veille. C'est juste parce que c'est propre, a-t-elle murmuré. Ça l'est toujours, maintenant. Elle s'est tournée vers moi. Je suis resté chez maman, mais ça ne marche pas. J'ai hoché la tête, sans rien dire. Nous me manquons, a-t-elle dit. Je l'ai étudié. Quel est nous? Celui où je ravalais tout, pour garder la paix? Ou celui où ton frère me marchait dessus, et où tu me traitais de problème? Elle a tressailli. Ce n'est pas juste. Si, ai-je dit doucement. Ça l'est. Elle a détourné le regard, les yeux humides. Je ne réalisais pas à quel point c'était devenu grave, a-t-elle fini par dire. Jusqu'à ce que je parte. Jusqu'à ce que je doive écouter ma mère, trouver des excuses pour Brian, tous les jours, comme elle l'a toujours fait. Je pensais que je l'aidais. Je pensais que je maintenais la famille unie. Et moi, j'étais juste un dommage collatéral. Elle n'a pas répondu. J'ai reconstruit la maison d'amis, ai-je dit, en changeant de sujet. J'ai réparé tous les dégâts. Elle est comme neuve. C'est génial, a-t-elle chuchoté. C'est vraiment génial. Nous sommes restés en silence, pendant un moment. Puis, elle a demandé, est-ce que je peux rentrer à la maison? Et c'était ça la question, n'est-ce pas? Le pouvait-elle? Après tout ce qui s'était passé, je n'ai pas répondu tout de suite, parce qu'au fond de moi, je n'en étais pas sûr. J'avais enfin recommencé à me tenir droit. Recommencer à faire des choix pour moi-même. J'avais construit quelque chose à partir de rien, sans aide, sans validation, sans public. Je devenais quelqu'un de nouveau, quelqu'un dont j'étais fier, et je n'étais pas sûr qu'il y ait de la place dans cette nouvelle vie, pour quelqu'un qui, autrefois, m'avait fait me sentir si petit. Mais cette décision viendrait plus tard. Pour l'instant, je lui ai offert la maison d'amis. Reste là-bas pendant un temps, ai-je dit. Si tu es sérieuse à l'idée de réparer ça, on y ira doucement, mais je ne retournerai pas, à la façon dont les choses étaient. Elle a hoché la tête, et pour la première fois depuis longtemps, elle a écouté. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que pendant son absence, j'avais fait autre chose, quelque chose de discret, quelque chose de stratégique. Parce que je n'étais pas seulement en train de me reconstruire. Je me préparais, pour ce qui allait suivre. Et si jamais, elle franchissait la ligne à nouveau, j'étais prêt. Plus près qu'elle ne le croirait jamais. Les premiers jours de la vie d'Hila dans la maison d'amis, ont été étranges. Pas mauvais exactement, juste fragile, comme marcher sur une glace fine, qui ne s'était pas encore fissurée. Nous gardions les choses polies, civiles, pas de cris, pas de grandes déclarations, pas de réconciliation dramatique. Elle m'envoyait un SMS, avant d'entrer dans la maison principale, et j'appréciais cela. Elle a cuisiné une ou deux fois, et a laissé les repas dans le frigo, sans un mot. Je tondais la pelouse, et je laissais son côté de l'allée dégagée. Ça ressemblait plus à des voisins, qu'à des conjoints. Deux personnes coexistant, avec un passé commun, faisant semblant de ne pas remarquer la fissure géante, qui courait entre elles. Je n'ai pas demandé où elle avait été, avant cette nuit où elle est apparue. Je n'ai pas demandé si elle avait revu Brian, depuis. Je savais que les réponses, ne feraient qu'aigrir l'atmosphère. Au lieu de cela, je me suis concentré, sur les choses que je pouvais contrôler. Chaque moment de libre que j'avais, je le passais dans l'atelier. L'odeur de la sciure de bois est devenue familière, presque réconfortante. J'ai continué à fabriquer des choses, des planches à découper, des bacs à fleurs, une table d'appoint avec un tiroir secret, dont j'étais particulièrement fier. J'ai ouvert une boutique Etsy, juste pour tâter le terrain. Et à ma grande surprise, les commandes ont commencé à affluer, lentement au début, puis plus régulièrement. Quelqu'un m'a même demandé si je proposais des travaux sur mesure. J'ai commencé à me dire que cela pourrait peut-être devenir quelque chose. Pendant ce temps, au travail, quelque chose a changé, aussi. Mon manager, un type nommé Phil, qui portait toujours des polos trop serrés, et parlait comme s'il était en campagne électorale, m'a pris à part, après une réunion du lundi matin. « Tu as été différent, dernièrement, a-t-il dit, en croisant les bras. Mon estomac s'est noué. Dans le mauvais sens? Non, pas du tout. Plus vif, plus concentré, comme si tu ne remettais pas tout en question. J'ai cligné des yeux. Je ne réalisais pas que je faisais ça. Il a souri. Tu l'as toujours fait,
mais quelque chose a changé. Il avait raison. Quelque chose avait changé. À la fin du mois, j'avais soumis une proposition pour un projet, sur lequel nous étions assis, depuis plus d'1 an. Un tableau de bord de données rationalisé, qui ferait gagner des heures de saisie manuelle aux clients. Ce n'était pas tapa accent grave-l'œil, mais c'était intelligent, efficace, solide, et ça a été validé, en moins de 2 semaines. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai commencé à avoir l'impression de ne pas juste me laisser porter par le courant. Je tenais la barre, tranquillement et fermement. Mais en arrière-plan, quelque chose d'autre se construisait. Quelque chose qui avait commencé la nuit où il m'a posé cet ultimatum, devant son frère, et qui ne m'avait jamais vraiment quitté. Ce n'était pas de la rage. Pas exactement. C'était de la clarté. Je ne pouvais pas redevenir celui que j'étais. Le faible, le réparateur, le gars qui laissait les autres décider de ce que signifiait la famille, tout en sacrifiant sa paix, pour que ça marche. Non. Si Brian essayait un jour de revenir dans nos vies, je ne serais pas seulement prêt. J'aurais 5 coups d'avance. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à planifier. Vous voyez, Ila et moi partagions peut-être un foyer, une histoire, et même un certificat de mariage, mais je possédais tout légalement. La maison, le terrain, la maison d'amis, les comptes bancaires, tout était à mon nom. Ce n'était pas par méchanceté. Nous n'avions simplement jamais pris le temps de modifier tout cela, après notre mariage. À l'époque, elle avait dit, pourquoi s'embêter? Je te fais confiance. Maintenant, je voyais l'ironie de la chose. Alors, la première chose que j'ai faite, a été de consulter un avocat. Il s'appelait Conrad. Il avait une voix endormie, mais un esprit très vif. Et il n'a pas posé beaucoup de questions, il a juste écouté, hoché la tête, et fait glisser une pile de documents, de l'autre côté du bureau. Procuration, création de fiducie, protocole de gel d'urgence des actifs, documents d'expulsion, tous pré-remplis, et prêts à être utilisés, avec les dates laissées en blanc. Si votre beau-frère réapparaît, a dit Conrad, vous n'aurez pas besoin de discuter. Déposez simplement ces documents, et laissez la justice s'occuper du reste. J'ai signé sur chaque ligne. Puis j'ai posé une question, sur une dernière chose. Serait-il difficile de convertir la maison d'amis, en un Airbnb? Conrad a haussé un sourcil. Vous prévoyez de la mettre à la porte? Pas encore, ai-je dit. Mais je veux des options. Il a souri. Homme intelligent. Quand je suis rentré ce soir-là, je me suis assis dans l'atelier pendant 2 heures, à réfléchir. Il ne s'agissait plus seulement de Brian, désormais. Il s'agissait du schéma. Je continuais à le voir, encore et encore. Les gens qui profitaient de ma gentillesse, qui transformaient mon silence, en permission. Et il était temps que je brise ce schéma, complètement. Pas seulement avec Brian, mais avec Ila, aussi. Elle devait comprendre, que le pardon n'était pas gratuit. Et que si elle voulait vraiment revenir dans ma vie, elle devait le mériter. Alors, j'ai commencé à fixer des limites, des vraies, des dures. D'abord, j'ai changé le mot de passe du Wi-Fi, et je ne lui ai donné que lorsqu'elle l'a demandé. Elle a eu l'air confuse au début, mais j'ai souri et dit, c'est un nouveau départ, tu te souviens. Ensuite, j'ai changé les serrures de la maison principale, en lui disant gentiment que c'était juste pour être sûr. Elle n'a pas protesté. Ensuite, j'ai fait installer des caméras de sécurité. Rien de dramatique, juste une au-dessus de l'allée, une à la porte d'entrée, et une autre face à l'entrée de la maison d'amis. Je l'ai présentée comme un au cas où, et elle a hoché la tête, comme si elle comprenait. Mais j'ai vu une lueur dans ses yeux, comme si elle savait. Je surveillais tout, maintenant, et je ne lui faisais pas entièrement confiance. Elle a commencé à m'envoyer des SMS plus souvent, pour me demander si j'avais besoin de quelque chose au magasin, pour laisser des biscuits sur le comptoir, pour suggérer qu'on dîne ensemble de temps en temps. Et je l'ai fait, 1 ou 2 fois. De petites conversations, rien de profond, mais je terminais toujours tôt, pour garder la distance entre nous. Puis, une nuit, je l'ai vu faire les 100 pas, devant la maison d'amis, le téléphone collé à l'oreille, la voix basse et urgente. Elle ne savait pas que je pouvais la voir, depuis la fenêtre de l'atelier. Elle parlait à Brian. Je ne pouvais pas entendre les mots, mais j'ai vu ses épaules se tendre, sa main sur sa hanche, la façon dont elle tournait le dos à la maison, comme si elle ne voulait pas être surprise. J'ai enregistré un extrait de 30 secondes,
juste assez pour le garder dans mes dossiers. Puis j'ai attendu. Le lendemain matin, je lui ai préparé un café, et je l'ai laissé sur son porche, avec un mot qui disait « J'espère qu'aujourd'hui sera meilleur ». Elle m'a répondu avec un emoji cœur, mais mon esprit avait déjà des kilomètres d'avance. Je savais que Brian n'en avait pas fini. Aucune chance. C'était le genre de type qui revenait toujours rôder, quand les choses se calmaient, comme un chien errant, reniflant des restes. Et j'avais le sombre pressentiment qu'il reviendrait bientôt ramper vers Hila. Alors, j'ai commencé à creuser. Avec l'aide d'un vieil ami, Drew, qui travaillait maintenant dans l'investigation privée, j'ai eu accès aux dossiers les plus récents de Brian. Il vivait dans une chambre de motel partagée, à 3 villes de là, louée sous le nom de quelqu'un d'autre. De multiples plaintes avaient été déposées contre lui pour tapage, dommages impayés, et même pour une bagarre avec un autre locataire, pour une place de parking. Mais c'est là que les choses sont devenues intéressantes. Drew a également découvert que Brian, récemment, avait fait une demande de prêt personnel, en utilisant mon adresse, comme sa résidence actuelle. Mon adresse ? Il essayait de s'ancrer à moi, à nouveau, légalement. Et c'est là que j'ai compris ce que c'était. Ce n'était pas juste du parasitisme. C'était une stratégie. S'il pouvait prouver qu'il vivait sur ma propriété, même temporairement, il pourrait rendre les choses très compliquées, si j'essayais un jour de porter plainte, ou de l'expulser à nouveau. Surtout, s'il soutenait sa version des faits. J'ai senti mon estomac se nouer, parce que cela signifiait qu'elle ne se contentait plus, de le laisser faire passivement. Elle l'aidait, ou du moins, elle le protégeait, et ça, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Alors j'ai fait ce que tout mari trahi, et logique, ferait. J'ai tendu un piège. Ça a commencé par un email, un message à l'allure très professionnelle, provenant d'une nouvelle société de gestion immobilière, en réalité, juste moi utilisant une adresse Gmail professionnelle, et un faux nom de société. Un email envoyé à Hila, l'informant que la maison d'amis ferait l'objet d'inspections et d'évaluations de routine, dans 2 semaines, suivi d'une éventuelle mise en ligne, sur une plateforme de location à court terme. Elle a répondu le lendemain, c'est une surprise. Je croyais que nous avions discuté du fait, que je resterais plus longtemps. J'ai répondu, vous êtes la bienvenue, pour soumettre une demande de location, si vous souhaitez explorer cette voie. Elle ne l'a pas fait, mais j'ai vu la panique commencer à s'installer. La deuxième phase a été une conversation, que je lui ai laissé entendre, un appel téléphonique dans la cuisine, où je discutais nonchalamment avec des investisseurs, de l'idée de transformer l'ensemble de la propriété, en un espace générant des revenus. Elle m'a posé la question ce soir-là. J'ai haussé les épaules. J'explore juste des options. Elle n'a rien dit. Puis, la troisième phase. J'ai déposé un avis formel de changement de résidence auprès de la ville, déclarant que personne d'autre que moi-même, ne résidait dans la propriété. Un document que Brian devrait contester, s'il voulait utiliser mon adresse, pour quoi que ce soit d'officiel. Et juste pour être minutieux, j'ai signalé la demande de prêt, à la division des fraudes de la société de crédit. À la fin de cette semaine-là, le prêt de Brian avait été signalé, son motel dénoncé, et la trace écrite qu'il essayait de construire, réduite en poussière. Mais je n'avais pas fini, car la meilleure des vengeances, ce n'est pas seulement la défense, c'est la domination. Alors, j'ai commencé à planifier une journée portes ouvertes pour la maison d'amis, une vraie, cette fois. J'ai posté des annonces anonymes, fixé une date, imprimé des flyers, et quand il m'a interrogé à ce sujet, d'une voix calme et incertaine, j'ai simplement répondu, tout le monde n'arrête pas de me dire, que je dois penser à mon avenir. Je crois qu'ils ont raison. Et je suis parti. Elle ne m'a pas suivi, mais je savais qu'elle le ferait, parce que j'avais construit quelque chose de plus fort que la colère. J'avais construit un levier. Et quand viendrait le jour où Brian réapparaîtrait, et il le ferait, je serais prêt. Seulement cette fois, je ne ferai pas que défendre ma maison. Je reprendrai tout, pièce par pièce. Et il ne le verrait jamais venir. Le dernier domino est tombé, un samedi après-midi, au début du printemps. Cela faisait exactement 90 jours, qu'Hila avait emménagé dans la maison d'amis. 90 jours calmes, prudents, et calculés. Je les avais passés à reconstruire tout ce qu'ils avaient brisé. Pas seulement la structure que Brian avait saccagée, ou les routines qu'il avait perturbées, mais le cœur de ce que j'étais. J'avais appris à bouger différemment, à écouter davantage, à agir avec moins d'impulsivité,
et a anticipé au lieu de réagir. C'était la différence entre l'ancien Weston et l'homme que j'étais devenu. L'ancien Weston aurait explosé, aurait argumenté, supplié, essayé de prouver quelque chose à des gens qui ne méritaient pas d'explication. Mais le nouveau moi avait fini de gaspiller son énergie pour des gens qui utilisaient ma patience comme une arme. Alors, quand Brian est finalement revenu ramper, pile à l'heure prévue, j'étais prêt. Ça a commencé par un coup à la porte d'entrée. Je venais de finir de vernir une table basse sur mesure, que je prévoyais d'expédier lundi, quand je l'ai vu, par la fenêtre. La même posture arrogante, le même menton levé avec suffisance, comme s'il possédait déjà la pièce, dans laquelle il s'apprêtait à entrer. Mais il y avait autre chose cette fois, aussi. Du désespoir. Ses vêtements étaient froissés, son visage émacié, et ses chaussures avaient l'air d'avoir été sorties d'un bac de Don Godwill, et d'avoir perdu un combat contre un chien. Je n'ai pas ouvert la porte. Je suis sorti, et je suis allé à sa rencontre, sur le porche. Il a souri, de toutes ses dents, comme si nous étions de vieux potes d'université. Yo, Weston. Ça fait un bail, hein. Pas assez longtemps, ai-je répondu. Il a haussé les sourcils, comme si j'avais blessé ses sentiments. Écoute, j'ai juste besoin de rester quelques semaines. Rien de grave. Il a dit. Elle n'habite pas ici. Il a cligné des yeux. Quoi? J'ai dit qu'elle était une invitée, au même titre que n'importe qui d'autre. Ça a effacé le sourire de son visage. C'est ta femme, mec. Plus maintenant. Il m'a fixé, confus, mais je ne mentais pas. J'avais discrètement déposé une demande de séparation de corps la semaine précédente, et je lui avais fait signifier les papiers par un huissier. Une coupure nette, et professionnelle. Pas de cris, pas de drame, juste une notification, et une enveloppe de retour. Il a secoué la tête, en s'avançant. Écoute, j'ai juste besoin d'un endroit, pour un petit moment. Tu as de la place. Et allez, on est une famille. Ce mot a frappé mes oreilles, comme une sirène. Famille. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu ne connais pas le sens de ce mot. Ensuite, je lui ai tendu une lettre, soigneusement pliée dans une enveloppe scellée. Il l'a prise, l'a ouverte, et a parcouru la première ligne. Ses yeux se sont plissés. C'est quoi ce bordel? Une mise en demeure officielle de mon avocat. Il s'est moqué. Pourquoi faire? Pour avoir revendiqué ton domicile à mon adresse, pour avoir utilisé frauduleusement mon nom sur une demande de prêt, pour intrusion, et pour dommage aux biens. Son visage a pâli. Tu bluffes. Je ne bluffe pas. J'ai aussi des images de toi, en train de fumer près de la maison d'amis, en présence de mineurs, des preuves de dommages matériels, et des déclarations de voisins, qui ont été témoins de vos disputes. Tout est documenté, tout est déjà prêt. Pourquoi faire, a-t-il lâché, les yeux écarquillés maintenant. Tu vas appeler les flics contre ton beau-frère? J'ai haussé les épaules. Pas besoin. Parce que c'est là que la deuxième vague a frappé. Une voiture blanche s'est engagée dans l'allée. Une femme en blazer bleu marine est sortie, un presse-papier à la main, son badge bien visible sur la hanche. Derrière elle, un SUV noir, avec le logo du bureau de l'application des lois sur le logement du comté, s'est avancé lentement, et s'est garé le long du trottoir. Brian s'est tourné vers moi. C'est quoi ce bordel? Je te l'ai dit, ai-je répondu, plus calme que jamais. Je ne bluffe pas. Il a commencé à parler, à dire que c'était illégal, que j'allais le regretter, que je ruinais des vies. Je n'ai pas écouté, parce que je ne faisais pas ça par vengeance. Je le faisais pour tourner la page. L'agente du logement l'a informé, que sa précédente tentative d'utiliser mon adresse, avait déclenché une vérification à l'échelle de la ville. Le motel où il avait séjourné, avait été cité pour de multiples violations, et le nom de Brian était maintenant lié, à 2 demandes frauduleuses. Un agent de probation allait examiner la situation. L'agente a demandé à Brian, s'il avait une adresse permanente. Il a balbutié, et m'a regardé. J'ai secoué la tête. Il ne vit pas ici. La femme a hoché la tête. C'est bien ce que nous pensions. Ils lui ont demandé de quitter la propriété, immédiatement. Et pour une fois, pour la première fois depuis qu'il avait fait irruption dans ma vie comme un bulldozer, Brian n'a rien eu à dire. Pas de réplique arrogante, pas d'insulte.
Il a juste marché jusqu'au trottoir, marmonnant dans sa barbe, et a attendu qu'on vienne le chercher. Je ne l'ai pas regardé partir. Je n'avais plus rien à prouver. Mais je n'avais pas encore fini. Parce elle avait fait ses choix, elle aussi. Quand je lui ai signifié l'avis de séparation, elle n'a pas répondu au début, elle a juste disparu dans la maison d'amis, pendant 2 jours. Puis, elle a demandé à me parler. Nous nous sommes assis sur le porche, au même endroit où elle avait défendu son frère, comme s'il était un animal blessé, que j'avais jeté hors de la maison. Elle avait l'air fatiguée, triste, mais elle ne s'est pas excusée. Je ne savais pas qu'il allait faire ça, a-t-elle dit doucement. Je pensais qu'il essayait juste de se tenir à l'écart des ennuis. Je n'ai pas répondu. Je voulais juste aider ma famille. Tu l'as fait, ai-je dit. Mais pas celle dans laquelle tu t'es marié. Ses yeux ont scié. Alors c'est ça. C'est fini pour toi. J'en avais fini, le jour où tu as menacé de me quitter pour lui. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Tu peux rester dans la maison d'amis, pendant encore 2 semaines, lui ai-je dit. Après ça, elle sera convertie en location. Les serrures seront changées, et j'apprécierais que tu ne me contactes pas, sauf par l'intermédiaire de l'avocat. Elle a cligné des yeux, fortement, et j'ai vu les larmes couler, mais je ne l'ai pas réconfortée, parce que j'avais enfin appris la différence, entre la gentillesse, et la complaisance. Cette nuit-là, je me suis assis dans l'atelier, et j'ai regardé tout ce que j'avais construit. Des choses réelles, solides, et durables. Pas seulement des meubles, mais de la confiance, de la liberté, de la clarté. La vengeance n'avait pas été bruyante. Elle avait été précise, silencieuse, intentionnelle, et elle avait fonctionné. Brian n'est jamais revenu. Il a déménagé exactement 2 semaines plus tard, et a laissé un mot qui disait « Je ne pensais pas que je te perdrais, toi aussi ». Je l'ai plié, et je l'ai placé dans un tiroir, où il repose encore, intact. Je n'ai rien perdu. J'ai simplement lâché prise. Et parfois, c'est la vengeance la plus puissante de toutes, parce qu'aujourd'hui, je me réveille dans une maison, qui me semble à nouveau être la mienne. Je gère mon entreprise. Je passe mes week-ends, avec des gens qui me respectent. Je construis des choses qui durent. Et personne, absolument personne, ne franchit ma porte sans l'avoir mérité. Plus maintenant. Je n'ai jamais été le méchant. J'ai juste fini par arrêter d'être le paillasson. Et quand j'ai fermé ce chapitre de ma vie, je n'ai pas claqué la porte. Je l'ai verrouillée, et j'ai jeté là.